Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature. Aujourd'hui, toujours un rattrapage de sorties Panini. On continue notre série de l'hiver, puisque ce soir nous chroniquerons les volumes 4 de Dr. Aphra et de Vador. Donc je suis Loïc et je suis toujours accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Loïc. Voilà, donc Francis, je vais nous faire un petit WhatsApp commun, puisque nous venons de finir à l'instant l'enregistrement d'une autre émission littérature, dans laquelle nous avons débriefé les volumes 8 et 9 de la série Star Wars, qui évidemment sera parue avant cette émission, donc elle fera donc partie des plus récentes émissions Star Wars en direct, je l'espère. D'ici à ce que ces émissions soient publiées, vous pourrez certainement retrouver de nombreuses nouvelles émissions consacrées à Clone Wars ou à Star Wars Gamers, également des émissions sur les différentes sur vivre sa passion Star Wars pendant les différentes décennies. Donc qu'est-ce que c'était vivre Star Wars dans les années 80, qu'est-ce que c'était vivre Star Wars dans les années 90 et qu'est-ce que c'était vivre Star Wars dans les années 2000. Voilà. Donc voilà les émissions qui seront certainement parues lorsque vous aurez la joie de nous écouter. Donc, on va tout de suite, comme ça ce sera fait, remercier nos partenaires, à savoir siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, StarWarsUniverse.com, PlanetStarWars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science-Fiction. Avant qu'on passe en hyperespace, je voudrais vous rappeler que récemment, il y a eu l'anniversaire donc, des 19 ans de Star Wars en direct, le plus vieux podcast francophone de Star Wars encore en activité. À cette occasion, notre suprême leader Dany a décidé de refonder intégralement le site internet dans une nouvelle version avec de nouveaux logos ultra modernes et vraiment très très jolis. Notre boutique également est refondée, donc je vais laisser Francis nous lancer quelques mots sur cette nouvelle boutique. Oui, aussi, effectivement, notre boutique, Star Wars en direct a toujours le problème ou le défi de la double clientèle, donc nord-américaine et européenne. Donc, du point de vue de la boutique, ça a toujours été un petit problème là, de pouvoir expédier aux deux endroits, de pouvoir faire affaire aux deux endroits au lieu d'avoir deux boutiques distinctes. Et cette nouvelle mouture de la boutique permet aussi beaucoup plus de produits différents. Et donc, ce n'est plus seulement des t-shirts, mais vous avez toutes sortes de vêtements, de la mini-jupe à la robe, je pense qu'il y a des trucs de bébé aussi, donc des vêtements plus chauds, des accessoires de téléphone, de tablette, des coussins pour la maison, des choses comme ça. Tout ça à l'effigie de Star Wars en direct. Et pour l'instant, on a les 3 logos historiques de Star Wars en direct, donc le tout nouveau, tout beau de cette semaine. Le logo précédent que Dany appelle le logo prélogique et le logo précédent qui date de l'époque de siteclan.net, donc du tout début du podcast dans le début des années 2000. Mais c'est ça, pour l'instant, il y a ces 3 designs-là, on va dire, mais éventuellement, au cours de l'année, on l'espère, il devrait avoir aussi des designs vraiment exclusifs, là, donc pas nécessairement des logos de Star Wars en direct, mais plutôt à l'effigie de Star Wars en général, donc des concepts originaux, des choses comme ça. On a quelques designers dans notre équipe, donc en art visuel, donc ça nous permet d'espérer de quoi de très joli. Vous irez voir ça, il y a quand même déjà beaucoup de choix là, en termes de produits différents. Et il va nous rester à ajouter quelques designs à ça. Donc, je vous invite tous à aller voir. Vous trouverez le lien le plus simple. C'est vraiment de passer par le site de Star Wars en direct et vous cliquez tout simplement sur boutique. Et ça vous permettra d'aller faire un tour dans les différentes rubriques et de voir à quel point Dany a fait un travail incroyable sur la refonte de ce site. Ouais, c'est vraiment magnifique. Eh ben, on va tout de suite attaquer et passer en hyperespace. Oh crap!
Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Commençons avec donc le premier volume, le volume 4 du Dr Aphra. Est-ce que Francis, tu peux nous faire le résumé de ces épisodes ? Oui, mais dans le fond, je vais vous lire le synopsis et l'enjoliver de précision. Donc, on a Shelly Aphra qui est de nouveau incarcéré, mais cette fois, il est relié à un système explosif dans une prison impériale hantée. Et pire encore, sa petite amie, l'impériale Tolvan, et son ex-compagne, la contrebandière Sanastaros, sont sur le point de se rencontrer. Heureusement, Aphra a plus d'un tour dans son sac. Donc, la prison en question, ici, on parle d'un gros tas d'ordures et de carcasses de vaisseaux, donc qui est tracté par des vaisseaux dans l'espace. Donc, c'est pour le moins original. Et j'ai bien aimé aussi à l'endos la couverture. Panini a même écrit en gros « Improvisation maximale ». Donc, c'est vraiment un numéro chaotique. Aphra, effectivement, est emprisonné et s'est fait des amis chez ses compères prisonniers. C'est vrai, il faudrait peut-être mentionner que c'est ça, le numéro précédent se terminait sur son arrestation, mais l'inspecteur, je pense que c'est inspecteur son terme, ou capitaine. En tout cas, Tolvan ne révélait pas sa vraie identité. Donc, c'est pour ça qu'elle est incarcérée, mais que Vader débarque pas pour la tuer pour de bon cette fois-ci. Parce que c'est ça, je me souviens plus la fausse identité, là, mais c'est un peu n'importe quoi. Je pense que c'est Joystick quelque chose, là, son nom d'emprunt. Donc, Hera, c'est ça qui est emprisonné avec toutes sortes de criminels. Il n'y a pas vraiment de surveillants autres que des robots sur ce mini-astéroïde décharge-là. Mais il y a une clientèle très très variée. Et moi, ça m'a fait penser, c'est très prison mexicaine. Hein. Les gens s'entretuent et, bon, comme je disais, c'est des carcasses de vaisseaux. C'est la loi du plus fort. Hein. C'est la loi de la jungle et les gens se font même des armes et les impériaux s'en foutent éperdument. Mais c'est ça, Aphra qui va se trouver confronté à un ancien esprit Jedi dans les décombres d'un des vaisseaux. Et donc, on retrouve un peu le côté tout archéologique. On a mentionné la présence de Magna Tolvan encore une fois. Et cette fois-ci aussi de Sanastaros qui est envoyé par les rebelles. On se souviendra que Aphra, dans le dernier numéro, a arnaqué encore une fois Hera Syndulla, donc les rebelles et 000. Donc en leur remettant ce qu'ils voulaient, donc des informations, des données, mais ils étaient cryptés. Donc c'est ça, là, on a à la fois les rebelles et 000 et BT-1. Et bref, c'est ça, Aphra qui continue d'accumuler les ennemis là, de tous bords, tous côtés. Mais c'est ça, c'est Anastaros qui est engagé par Hera Syndulla pour aller dégoter Aphra pour pouvoir décrypter les fameuses données récupérées dans l'album précédent. Donc là, c'est la réunion de tout ce beau monde-là. Et à un moment donné de l'histoire, Magna Tolvan va même avertir Vador que, en fait, Shelly Aphra est caché là, si on peut dire, est emprisonné là. Donc là, on a Vador, lui aussi, qui va débarquer. Et on a Aphra aussi qui va faire venir sur place le justicier, je pense que ce serait ça le terme, c'est pas un chasseur de primes. C'est l'ancien policier Tam Posla, qu'on voyait dans Rogue One et dans Solo aussi, là, pour ceux qui ont un œil attentif. Mais bref, c'est ça, on a lui qui débarque aussi, et les rebelles aussi qui vont débarquer. Donc bref, c'est très chaotique, typique d'un Dr Aphra. Et ça va se terminer qu'en fait, Aphra pense réussir à s'échapper de la fameuse prison. Mais au final, elle s'est fait avoir et se retrouve prisonnier je le dirai pas tout de suite, je spoilerai pas tout de suite notre critique, mais de quelqu'un qu'elle va amèrement regretter de s'être associé à lui. Donc, ce serait ça pour le résumé, là, je peux y aller tout de suite au niveau de nos attentes, etc. Donc, c'est ça, comme j'ai mentionné, c'était quand même... Tu sais, le dernier album se terminait quand même sur une fin que tu te dis, OK, ça va être quoi la suite, là? Là, elle est capturée, elle a arnaqué tout le monde, elle a tout le monde contre elle. Bon,
qu'est-ce que peut être la suite. T'attendais la suite de cette histoire, en fait. Oui, et je trouve ça très intéressant que tu mentionnes tout de suite ton dégoût pour la série Afra, parce que pour cette critique-là, j'ai pris la peine, Loïc, d'aller chercher nos notes qu'on avait mis à chacun des numéros précédents. Tu vas pas être déçu, là. Non, c'est ça, juste pour montrer la différence de critique entre la mienne et la tienne quand il est question du Dr. Afra. Donc, tu vois, là, c'est le 4e. Donc, pour le premier numéro, je lui avais donné la perfection, rien de moins. Je lui avais donné un 20 sur 20 au premier Afra. Toi, tu lui avais donné un 12 sur 20. Pour le deuxième, je lui avais donné un 17 et de ton côté, tu lui avais donné un 10. Et ça va s'empirant. Pour le troisième, je lui avais donné un 17 encore une fois, et toi, tu lui avais donné un 5. Donc, évidemment, c'est clair et net que tes attentes et les miennes étaient pas du tout les mêmes. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça, je me suis noté. Du point de vue scénario, écoute, toujours autant de surprises, de revirements de situation. C'est rocambolesque, c'est chaotique, comme je disais, c'est du Dr. Afra tout craché. Le concept de la prison impériale est un peu spécial quand même. Comme je disais tantôt, c'est une décharge flottante dans l'espace, mais qui est tractée par un destroyer stellaire. Donc là, il ne faut pas penser aux lois de la physique là, quand vous lisez un Dr. Afra, parce que c'est vraiment, là, ça ne s'applique pas. Il y a bien d'autres choses auxquelles il ne faut pas penser en lisant Dr. Afra. Ouais, aussi. Ensuite, c'est ça, j'ai mentionné que les prisonniers étaient semi-libres, là, donc c'est parfait quand même, parce que tout ça, on se le cachera pas, là, on est rendu au 4e Dr. Afra, et il y avait eu 2 numéros là, dans la Citadelle Hurlante, plus en fait les numéros de Darth Vader. Donc, Afra est vraiment un personnage qui est à son meilleur, justement, quand c'est chaotique, quand c'est anarchique, quand tout pète de tous côtés et que tu te demandes comment quelqu'un pourrait se sortir de là. Donc, c'est là, je pense, que ce personnage-là évolue au mieux. Et c'est exactement la situation dans laquelle elle se trouve, parce que, clairement, il y a des guerres de gangs là, du côté des prisonniers. Et comme je disais tantôt, ils se font carrément des armes parce que c'est vraiment là, une décharge de vaisseaux, entre autres impériaux. Donc, c'est ça, il y a encore toutes sortes de technologies qu'ils peuvent exploiter là, pour bricoler. Et petite mention, anecdote très rapide, mais pour avoir travaillé 7 ans dans une prison, je peux vous confirmer que des prisonniers, ça peut être très, très, très débrouillard, peu importe qu'est-ce que vous leur donnez. Fait que si vous leur donnez des carcasses, alors des ça, véhicules, c'est un point de vue intéressant. Bref, c'était la mini-anecdote, mon point de vue de personnel. Ensuite, écoute, on a encore la présence du droïde d'improbabilité. Donc ça, je l'avais mentionné dans la critique du numéro précédent, mais ça fait très guide galactique. Hein, on est ou Hitchhiker, là, pour ceux qui l'ont pris en version originale anglaise. Donc un droïde qui va vous pondre la chose la plus improbable que vous n'auriez pas pensé. D'ailleurs, c'est sûrement ce que l'auteur Simon Spurrier, on l'a pas mentionné, hein, je pense, Loïc, tantôt. C'est ça, cet album-là est écrit par Simon Spurrier, ou Spurrier, je sais pas comment il faut le dire. Et on a des dessins de Kev Walker. Donc, Kev Walker qui est de retour sur Afra, c'est lui qui avait commencé la série, mais il s'est absenté l'espace du 3e numéro. Donc, qui est de retour. Et je vais tout de suite mentionner, avant de l'oublier, les couvertures, c'est de Ashley Witter. Donc, une dessinatrice que j'ai découvert grâce à la série Afra, mais qui fait des œuvres tout simplement sublimes. Donc, je vous invite à taper son nom dans Google. Donc, pour revenir au niveau de l'histoire, Afra s'est fait un ami alien, un peu trouillard, là, vraiment pas le même type de personnalité, mais qui est toujours là et qui a... qui est... un peu comme le Claudite dans le numéro de Star Wars dont on parlait dans l'émission précédente. Donc, je cherche un terme, là, mais bref, qui peut changer son visage, son apparence. Un métamorphe. Un métamorphe. Merci, Loïc. Donc, côté rebelle, la générale Hera Syndulla est encore là. Donc, personnage que j'apprécie de plus en plus à chaque fois qu'on la voit dans un média.
Et c'est ça, elle engage Sana Staros. Donc Sana Staros, personnage que j'aime bien aussi. Ceux qui la replaceraient pas, c'est c'est l'ex-femme officiellement de Han Solo. Donc un personnage qui est apparu dans la série Star Wars et qui est réapparu dans plusieurs autres séries, là, dans Dr. Aphra. Et elle était dans le livre aussi Baroud d'honneur, ceux qui l'ont lu. Mais c'est ça, c'est une chasseuse de primes, si je ne me trompe pas. Ou contrebandière, plus contrebandière. Ouais, plutôt contrebandière, ouais. Mais bref, c'est un personnage que j'aime bien. On l'avait dans plusieurs one-shots aussi. Elle avait travaillé avec Lando dans un des one-shots de la série Star Wars. Bref, c'est ça. Hera l'engage pour retrouver Aphra. Et ça on apprend que, en fait, c'est une ancienne amie de cœur, on va dire ça comme ça, de Aphra. Donc, elle a un petit côté personnel. Elle aussi, là, elle en veut au docteur Aphra. Comme tous les personnages qui traversent la série. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui aime Aphra. Il y a juste Luke qui a gardé comme une bonne opinion d'elle. Là. Tous les normal, autres, c'est parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de passer le pas. Ouais, c'est ça, exactement. Et bon, pendant ce temps-là, Aphra a réussi à communiquer avec l'extérieur, avec l'officier Tolvan. Donc, j'ai mentionné tantôt aussi l'ancien esprit Jedi. J'ai pas détesté l'originalité de la chose. Moi, ce que j'aime bien avec la série Aphra, c'est que justement, on peut plonger, son côté archéologue nous permet de plonger dans du hors du commun. En termes de tout ce qui est par rapport à la force. Donc, à décode des anciens artefacts Jedi ou des choses comme ça, très différents de ce qu'on a connu, par exemple, dans la prélogie. Donc, cette fois-ci, c'est un esprit, si on peut appeler ça de même, Jedi, qui est prisonnier, si on peut dire, de... Comment on appellerait ça? D'un champignon ou d'un... Je sais plus trop. Dans la version française, c'est quoi? Là, en anglais, c'est un fungus. Mais de spore. Oui, un spore plutôt. Spores, ouais. Et c'est ça qui est c'est pour ça que le synopsis parlait d'une prison hantée. Là. Mais c'est ça, bref, Aphra va, comme d'habitude, réussir à se débrouiller pour utiliser tous les éléments autour d'elle à sa portée là, pour s'en sortir. À un moment, Tolvan et Sana Staros se retrouvent elles aussi prisonnières, dans le sens que leurs vaisseaux avec lesquels ils sont venus sont abîmés ou détruits. Là. Et Tolvan est vraiment... dans le fond, elle essaie de l'aider. Donc, elle se retrouve à être démasquée par ses supérieurs de l'Empire. Donc, elle se fait, elle aussi, là, jeter avec les autres prisonniers. Mais j'ai bien aimé, elle aussi, elle s'est fait tatouer les espèces de tatous que Dr. Aphra a sur les bras. Je me souviens plus comment il appelle ça, mais des tatous électroniques ou un truc comme ça. Et bref, ils communiquent ensemble par ces tatouages-là, sans avoir à parler, ou en même temps qu'ils parlent, ils peuvent communiquer autre chose par ça. Et c'est quelque chose qui va revenir aussi dans d'autres Aphra par la suite, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai pas détesté l'idée. Donc encore une fois, des éléments inédits quand même là, pour tout ce qui est de l'univers Star Wars. On a même un retour pas de Bor-Gullet, mais d'un autre Bor, donc l'espèce de créature que Saw Gerrera se servait pour savoir si quelqu'un dit la vérité ou pas, et sonder l'esprit et la mémoire des gens dans Rogue One. Bon, ben là, c'est ça, l'Empire en a un en sa possession et s'en sert pour interroger Aphra et Tolvan par après. Bref, j'ai pas détesté. Et ça a fait d'ailleurs une des couvertures très 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 jolie de cet album-là. Sinon, on a la réunion de beaucoup de personnages, comme je disais tantôt, 000, BT-1 qui sont de retour aussi, Tolvan, Staros, Tam Posla que j'ai mentionné, moi c'est un personnage que j'adore, qui était dans le numéro ou les deux numéros précédents de Aphra. C'est un justicier qui était aussi dans Rogue One qu'on apercevait dans Solo. Là, oui, c'est le personnage qui a une espèce de sur son casque comme de mono-œil arrondi inversé, avec une ligne sur le côté qui est un peu stylé, avec une espèce de gilet un peu à la câble façon années 90 avec des épaulettes un peu épaisses comme ça.
Ouais, ben en fait, c'est ça, dans un numéro à venir de Aphra, on va se apercevoir que c'est un genre d'uniforme qu'il a gardé, là. Parce que lui, c'est un ancien policier du système ou de la planète 1020. Ah bah, c'est marrant, bref, j'aurais dit vraiment que ça faisait très policier. Tu vois, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est un cosplay que j'aimerais beaucoup faire, là, et il y en a quelques-uns qui l'ont fait déjà, là, mais bref, je trouve que ça accroche l'œil. Ouais. Mais bref, on a Tampos là, on a Vader, comme je disais tantôt, et on a le docteur Evazan, donc le fameux... le fameux visage défiguré qu'on voyait et qui se chicanait avec Luke dans la cantina dans l'épisode 4 et qui lui disait comment qu'il lui disait ça, t'as une sale gueule, quelque chose comme ça en français. T'as une sale trogne. Ouais, puis on le recroisait dans Rogue One. Oui, on le recroisait dans Rogue One. Donc et toute l'intrigue, en tout cas une des intrigues, là, la présence de Tam Posla dans les Docteurs Aphra, c'est parce que justement lui, il court après le docteur Evazan. Donc, en tant que policier, il court après le criminel Evazan. Et c'est pour ça qu'il était présent, lui aussi, sur Rogue One. Et c'est pour ça que il continue dans la série Aphra. Mais bref, c'est ça, une belle réunion de personnages, encore une fois, dans cet album-là. Et on retrouve les rebelles aussi qui étaient avec Hera dans l'album précédent. Sinon, le petit côté Aphra se sert de l'espèce de Borgullet pour effacer la mémoire de Tolvan à un moment donné parce que, comme Vader est en train de s'en venir ou est déjà arrivé sur la planète, c'est ça, elle veut arrêter le calvaire de Tolvan qui est amoureuse d'elle, mais qui ça lui, tu sais, dans le fond, Aphra, c'est pas compliqué, elle détruit tout ce qu'elle touche. Donc, c'est un désastre ambulant. Elle le sait, elle en est parfaitement consciente. Elle sait qu'elle est toxique pour Tolvan, donc elle essaie de lui sauver la mise, parce que sinon c'est clair que Vador allait l'exécuter. Donc elle va soumettre Tolvan à la créature en question, là, la Bar, qui va se retrouver à lui effacer la mémoire et même lui mêler là, les souvenirs. Donc Tolvan va être convaincu qu'elle a tué Aphra. Donc c'est pour ça que finalement Vader ne l'exécutera pas. Mais c'est ça, puis Vader, quand il l'interroge même dans la force, comme elle est parfaitement convaincue qu'elle a tué Aphra, Vader, il n'a pas le choix d'acheter cette information-là et de la croire. Fait que j'ai trouvé que c'était quand même une façon bien tournée, là, même si c'est tiré par les cheveux, de permettre à Aphra de continuer d'exister malgré la présence de Vader qui a tout intérêt à en finir avec elle. Je m'étais noté un 000 plus psychopathe que jamais. Vraiment, là, à chaque fois qu'on le voyait on le voit pas beaucoup dans cet album-là. Mais à chaque fois qu'on le voit, là, c'est sanglant. On va dire ça comme ça. C'est très hardcore. Et par chance que c'est pas, tu sais, qu'on voit pas, là, parce que ça pourrait très bien, là, je sais pas, là, si Marvel impose des limites d'âge là, aux dessinateurs, là, puis aux créateurs, mais ça pourrait très bien être aussi violent qu'un Spawn, mettons, ou tu sais, parce que vraiment, 000, il va pas de main morte, là. On les a déjà vus tous les deux, d'ailleurs, dans d'autres... faire des choses aussi, pas forcément dans la série Aphra, d'ailleurs. Mais, et c'est ça, et malgré tout, toute cette réunion de personnages, j'ai trouvé que, pour donner un peu de mérite là, à Spurrier, j'ai trouvé que les personnages étaient bien utilisés. Ils sont conséquents, le timing est bon, les répliques qu'ils utilisent sont bonnes, les retournements de situation, etc. Donc, j'ai trouvé que l'exécution, globalement, était très bonne. Je me suis noté dommage pour BT-1 et Tam Posla. Je vous le spoil maintenant, mais BT-1, le droïde hyper armé, là, ne survivra pas. Darth Vader n'en fait qu'une bouchée, le décapite complètement. Et pour Tam Posla, c'est le fameux esprit de Jedi. Non, en fait, 000 commence par l'exécuter froidement, là, le surprendre de dos, mais l'espèce d'esprit du Jedi là, dont on parlait tantôt va prendre possession de Tam Posla et on va continuer de le voir même si c'est plus il est plus lui-même là. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça dommage parce que moi je l'adorais Tam Posla dans les numéros précédents
Et du point de vue négatif, j'ai trouvé que bon, ça s'étire légèrement au milieu de l'arc. Là, tu sais, les deuxième, troisième, quatrième numéro, j'ai trouvé que ça tournait en rond un peu ou ça piétinait. Mais écoute, on a une finale pour le moins explosive, là, sans faire de jeu de mots. Ouais. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais pas la planète, l'astéroïde, on va appeler ça comme ça, là, où la décharge de la prison va se retrouver se retrouver dans une une direction là, pour s'écraser sur une planète. Donc le dernier numéro de la série, de cet arc-là, est vraiment un compte à rebours. Et au niveau de la tension, tout ça, là, j'ai trouvé que c'était quand même très bien fait. Et on a c'est Vader qui va débarquer, qui va sauver la mise, si on peut dire ça comme ça, là. Mais c'est ça, tu sais, les décisions que les gens prennent et les risques qu'ils prennent, puis les choses désespérées qu'ils font, j'ai trouvé que ça avait quand même toujours une raison de... Ils font ça pour survivre. Donc, c'est ça, j'ai trouvé que c'était bien exécuté au global. Mais un peu comme le sous-titre de Panini là, disait, là c'est l'invraisemblable là, à sa limite. Là, honnêtement, je pense qu'on pourrait pas aller dans le plus invraisemblable. Oh, je sais pas. Ouais, c'est ça, je sais que ça me surprend pas de ton côté. Et côté graphique, pour ce qui est de Kev Walker, c'est ça, moi j'avais beaucoup aimé sur les premiers numéros. J'avais trouvé ça dommage qu'il n'était pas là sur le dernier, sur le troisième. Parce que c'est un style graphique juste pas nécessairement cartoon, mais un peu grossier, gros traits, etc. Mais je trouve que ça va parfaitement, justement, à l'ambiance et au personnage de Aphra. Et je relisais il n'y a pas si longtemps la première série Vader de 2015 où est-ce que Dr. Aphra est apparu. Et clairement, je préfère la Dr. Aphra de la série Aphra que celle de la série Vader en termes graphiques. Donc, je trouve que ça va beaucoup mieux. Je sais que toi, ça va être complètement l'inverse. Et j'ai trouvé que c'est ça, ces dessins sont vraiment très bien faits. Mais bon, c'est ça, il faut aimer le style. Mais j'ai remarqué aussi que clairement, en termes de talent et tout ça, dès qu'il est question d'émotion, dès que les personnages vivent de quoi, de pas facile, de désespéré, etc., c'est vraiment l'homme de la situation. Il y a beaucoup de situations dans cet album-là où est-ce que Aphra pleure et crie et est vraiment complètement à bout, désespéré, et pas juste elle, là, d'autres personnages. Et il y a certaines cases là, que c'est juste magnifique, même si on est à l'opposé complètement d'un style photoréaliste comme La Rocca peut le faire. Là. Mais malgré ça, je trouve que c'est tout simplement magnifique. Et cette fois-ci, je vais le mentionner sans l'oublier, j'ai parlé que c'était Ashley Witter qui signait les couvertures. Je vous invite vraiment à taper son nom dans Google, à aller voir ce qu'elle fait et entre autres de regarder les couvertures de Dr. Aphra. C'est magnifique. Entre autres, celle où elle est interrogée par le Borgulette, là. C'est à couper le souffle et elle continue sur la série jusqu'à même la nouvelle série parce que Aphra s'est terminée cet automne en anglais. Et recommence, je crois, au mois de mai. Oui. Fin avril, je pense. Ou début mai. Ouais, c'est ça. Mais, et c'est ça, Ashley Witter continue là-dessus. C'est vraiment toute une artiste. On est dans du beaucoup plus réaliste. Donc, vraiment pas du tout le même style que les dessins à l'intérieur de l'album. Mais c'est à encadrer. Là. C'est de toute beauté. Donc, au global, écoute, on aime ou on déteste, ça c'est clair, et je me suis amusé à me promener un peu sur les sites de notation, et vraiment, c'est toujours ça. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux, là. C'est toujours des notes élevées ou des notes très basses. Ah ben, on va voir si ce soir, nous dérogeons à cette règle ou pas. Mm-hmm. Mais c'est ça, sinon, moi je dirais que c'est un très bon divertissement. Les improbabilités, les bizarreries sont à leur maximum. Par contre, ça a le mérite que vous êtes toujours surpris. Avec Aphra, là, c'est honnêtement quelqu'un qui me dirait j'ai lu les 4 albums puis j'ai jamais été surpris. Je comprendrais pas, là, parce que je vois pas comment on peut anticiper beaucoup de revirements de situation dans ces albums-là. Donc, c'est ça. Si vous aimez les surprises, pour savoir à quoi s'attendre à la page suivante, ben, c'est le bon choix. Par contre, pour cet album-là, puis même la série
une continuité de désastres consécutifs, mais si on n'a pas lu les précédents, je pense qu'on va être vraiment perdu, mais quelque chose de rare. C'est vraiment pas un album qui se prend de façon autonome, à mon avis. Ben, Donc, je vais abonder dans ton sens parce que moi, Parce que même quand on a tout lu, celui-là, là, je vous le dis, c'est dur à suivre. Bah, sincèrement, j'ai eu du mal à me souvenir de ce qui s'était passé dans les volumes d'avant, donc si tu permets, j'enchaîne avec ma critique. Oui, vas-y. Si j'ai pas rebondi sur les différentes choses que tu as dites pendant ta critique, c'est qu'effectivement, je ne la partage pas du tout. Tu as très bien fait de reprendre nos anciennes notations. Alors, j'en peux plus, en fait, de cette série. C'est vraiment une torture, mais je suis vraiment sincère. Donc, à ce point-là, en fait, j'ai lu le premier épisode. Donc, je rappelle que je les lis en kiosque, donc quelque part, on va dire que je ne les achète pas pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont avec les autres séries que j'ai trouvées bien. J'ai lu le premier épisode, j'ai pas compris. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé dans les albums précédents d'Afra. Donc en fait, les autres épisodes, je me suis contenté de les feuilleter en tournant les pages, et quand il y avait une page qui paraissait sympa, je lisais les dialogues. Et en fait, ça résume parfaitement ce que je pense de Afra, c'est que c'est beaucoup trop... Alors, j'adore Afra, j'adore le personnage, j'adore ce qu'elle est, je trouve qu'elle est intéressante, mais j'ai besoin d'un fil conducteur qu'on n'a pas, parce que pour moi, il n'y a pas toujours pas la recherche. Enfin, on nous présente une archéologue, pour moi, on est loin de ça, on est très loin de l'archéologue. Si c'est pour en faire une énième rebelle, ou on va dire un coup allié, un coup ennemi rebelle, je ne vois pas l'intérêt. C'est une torture. Pour moi, c'était une torture de regarder ces épisodes. Les dessins, j'aimais beaucoup Kev Walker sur le premier volume. Là, je ne l'ai même pas reconnu, à tel point... alors, c'est peut-être l'ambiance, hein, cette prison poubelle qui est un peu étrange. J'avais l'impression, moi, de voir l'Empire des Ténèbres. Avec des vraies couleurs. Donc, pour vous donner un petit peu mon ressenti, donc tout à l'heure, je disais que la Reine Trio, c'était un personnage que je n'aimais pas, qui avait été confié à un nouveau scénariste et que ça l'avait rendue intéressante. Ben, maintenant, j'espère la même chose pour Afra. Je n'ai pas regardé qui était l'équipe créative qui allait bosser sur la renumérotation numéro 1, mais sincèrement, j'ai vraiment envie d'avoir une vraie histoire et une vraie construction sur ce personnage. Il n'y a pas de construction sur ce personnage. Elle n'a pas évolué, enfin elle évolue pas. Si, elle était évoluée parce que elle était affiliée, elle était esclave des robots, puis elle s'en sort, mais il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'elle fait dans l'univers Star Wars, où est-ce qu'elle doit aller, quel est son parcours, voilà, on a des bribes par-ci par-là, ouais, c'est bien, c'est intéressant, mais au final, ça ne raconte rien. Ça ne raconte rien, et je suis navré à chaque numéro que je feuillette, parce que je n'arrive plus à les lire. Sincèrement, et puis, alors l'apparition de Vador et la destruction d'un des deux droïdes ne suffit pas à me raccrocher au wagon, on va dire. Et il est en toute sincérité, si elle n'était pas dans les kiosques, il est évident que j'aurais fait l'impasse sur ce volume, même par complétisme. On l'a déjà dit dans des précédentes émissions, le complétisme c'est limite. Là pour moi, on est dans les limites du complétisme. Et là j'ai donc décidé le numéro, enfin le volume kiosque Panini, on va dire kiosque toujours, même si c'est un autre format, a redémarré au numéro 1. Il va finir les séries en cours, donc je vais le suivre jusqu'à la fin, donc jusqu'à Vador 75 et jusqu'à la dernier volume de la série Afra. Après, j'arrêterai de prendre le kiosque et je passerai que sur la librairie. Et sincèrement, si Afra ne propose pas quelque chose de nouveau et de différent, il est fort probable que jamais je n'achète un volume d'Afra sur la future série. Et je trouve ça dommage.
pour un personnage qui a tellement de potentiel. Alors Francis, tu l'as dit et tu as raison, Aphra, ça marche bien quand c'est chaotique, ça marche bien quand c'est un peu... quand il y a des revirements de situation, c'est vrai, tu as tout à fait raison, ça marche, mais pas dans les... pour moi, on n'est pas dans l'univers Star Wars. On n'est toujours pas dans l'univers Star Wars. Mettre Dark Vador et Borgulette ne suffisent pas à me relier ce personnage au sein d'un univers qui présente quand même un tout relativement cohérent. Je sais pas. Après, je me dis, et si jamais demain ce personnage a le droit à sa série télé, par exemple, ils pourront pas. Enfin, je les vois mal se permettre ce genre d'histoire. Donc, pourquoi continuer sur ce délire? Sincèrement, je comprends pas. En fait, la réponse à ta question est relativement simple, c'est les ventes. Oui, mais je n'ai pas consulté c'est vrai, je n'ai pas consulté. C'est un personnage extrêmement populaire au niveau des ventes. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est quelque chose que je rejoins. Après tant de temps, ils repartent à zéro avec cette série-là aussi. Donc, je m'attendais pas du tout à ce que Aphra reparte à zéro, elle aussi, là, comme Star Wars et Vader. Et écoute, en mai, on repart à zéro encore dans cette série-là. Donc, non, moi, ça m'a beaucoup surpris. Mais écoute, c'est une question de vente. Les ventes sont au rendez-vous. Donc, que le personnage vive sa vie et sa série et tout ça, moi, j'y vois absolument aucun inconvénient. Même, je trouve ça bien parce que c'est vraiment une création originale. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment le ton et le fil conducteur de la série. Là, maintenant, il y a un Jedi fantôme. La dernière fois, c'était un Jedi piégé dans un droïde. Enfin, la prochaine fois, elle va nous faire quoi? Elle va nous dire... je sais pas, j'arrive même pas à imaginer un Jedi quoi, un Jedi prisonnier d'un mur. Si on devait désigner un fil conducteur de toute la série, c'est vraiment la survie. Effectivement, on n'a pas de but ultime. C'est toujours le recommencement à zéro. La situation est pratiquement toujours pire qu'elle était au début, là, à chaque fin d'arc. Je crois que c'est ça qui me fatigue le plus, en fait. Ouais, non, c'est ça. Effectivement, ça s'inscrit pas dans le Star Wars, dans la saga. Ou dans pour moi, c'est ultra anecdotique. Voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de plan pour le personnage. On a ce personnage, il est populaire, les gens l'aiment, mais on n'a pas de plan pour lui, alors on va lui faire vivre un peu n'importe quoi. C'est voilà. Oh ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. C'est ça qui me dérange et je n'arrive plus à rentrer. Alors j'arrivais encore le premier volume, ça, parce qu'on l'a découvert, on a placé une partie de son passé, donc il y avait on va dire une promesse qui n'est pas tenue pour moi. Voilà, c'est mon ressenti. Moi j'en peux plus. Alors peut-être que le prochain arc, il y aura quelque chose qui va m'intéresser, mais là, moi je lis le premier épisode, et si le premier épisode il m'atteint pas, ben Aphra, je lis pas la suite de l'arche narrative. Moi j'en peux plus, mais vraiment j'en peux plus. Ben je peux déjà pas te spoiler, mais te dire que comme elle se fait, pas capturer, mais bref, à la fin elle s'échappe et s'aperçoit que son ami alien depuis le début, en fait, c'était le docteur Evazan déguisé, si on peut dire, avec une espèce de masque. Donc, et il va... le prochain arc va être un arc très... qui fait penser à beaucoup de films qu'on a souvent vus, où est-ce que deux personnes sont attachées une à l'autre et doivent tenter de survivre, mais que c'est deux ennemis. Oui. Donc, on a vu ça autant du côté français qu'américain. Là, c'est un largement. Concept, mais cette fois-ci, c'est Aphra et 000 qui se retrouvent tous les deux forcés de coopérer, mais pour chasser. Justement, elle se retrouve sur 1020, justement la planète de Tamposla. Peut-être que ça pourrait m'intéresser. Je sais pas si tu vas aimer, c'est ça, tout dépend là, comment je sais pas, mais ça reste que ça s'inscrit toujours pas, t'as parfaitement raison, de façon plus large dans Star Wars. Non, c'est ça. Et ça n'avance pas vers quelque chose d'autre, il y a vraiment juste, honnêtement, le dernier numéro de cette série-là, parce qu'en anglais elle est finie, là, que là on peut dire finalement, oui, il y avait un petit objectif global où elle a réussi quelque chose de bâti sur plus longtemps un peu,
Mais honnêtement, on peut pas le deviner avant la fin. Là. C'est vraiment une révélation au dernier numéro. Donc, c'est ça. Faut vraiment pas le prendre. Faut le prendre comme une aventurière qui essaye de survivre. Là, donc, ça. Mais honnêtement, moi, je vois ça un peu aussi comme quand on a des one-shots ou par exemple des séries sur des chasseurs de primes, des choses comme ça. Oui, j'allais dire justement, si je le transposais par exemple sur une série télé, ça serait pour moi l'équivalent des épisodes 4-5 de la série Mandalorian. C'est-à-dire des épisodes un peu creux, où on ne sait pas trop pourquoi on les regarde, si ce n'est que, voilà, c'est joli, c'est sympa et on aime bien le personnage. Voilà, c'est un peu peut-être ce que je pourrais dire sur Aphra. Et peut-être qu'Aphra est un personnage qui fonctionnerait bien dans la série Mandalorian d'ailleurs. Il n'est pas impossible que ce soit logique de les voir ensemble, mais parce qu'en plus il doit maintenant retrouver une planète d'êtres sensibles à la force, et qui mieux que Aphra pourrait éventuellement le guider vers quelque chose de Jedi. Vrai. Je viens d'y penser, là, ça serait vraiment pas mal. Ouais, c'est ça, mais là, tu vas lancer des rumeurs. Ah, peut-être. Si ça permet de savoir si Aphra va être encore vivante, par contre, à ce moment-là. Ça, on sait pas, c'est vrai. Mais parce qu'on se le cachera pas, là, l'album on l'a pas mentionné, hein, mais l'album dont on parle, les aventures d'Aphra jusqu'à maintenant, ça se passe en parallèle de la série Star Wars, donc en même temps. Oui. Donc on est en l'année 2 après la bataille de Yavin. Je me demande si la série qui va redémarrer ne va pas redémarrer en parallèle de la série Star Wars qui redémarre, c'est-à-dire entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. J'ai pas regardé effectivement. Je sais pas s'ils l'ont déjà annoncé. Parce que Star Wars c'est déjà fait, oui. Et Star Wars c'est Vader, normalement de ce que j'ai compris, Vader va être en parallèle aussi de Star Wars, donc après l'Empire contre-attaque. Oui. Mais du côté d'Aphra, je suis pas certain. Et il y a la 4e série là, qui démarre, les chasseurs de primes. Donc je sais pas si ces deux-là se déroulent en même temps que les deux autres séries. Mais on va voir. Là, Aphra, on n'a même pas de date définitive encore. Là. Donc on sait que c'est au mois de mai, là, mais on sait même pas quand encore. Écoute Francis, donne-nous ta note pour ce volume, afin que nous puissions comparer. Donc, pour cet album numéro 4 intitulé Un plan catastrophique, donc un catastrophe con en anglais, je lui ai donné un quand même très bon 16 sur 20, donc un 80%. Mais comme je disais tantôt, de façon autonome, je suis pas sûr. Donc, c'est vraiment une suite aux albums précédents. Donc, prenez les précédents si vous ne connaissez pas encore Aphra. Et quant à moi, je lui mettrais la catastrophique note de 0 sur 20. C'est bon, voilà. Alors, c'est la première fois. On a 16 points de différence. Là. Voilà, mais c'est la première fois que je mets... C'est ma note la plus basse dans tout ce qu'on a noté de l'histoire de Star Wars en direct depuis que j'en fais partie. Mais ça veut dire que tu mets même pas de points pour l'aspect graphique et compagnie. Même pas. Parce que vraiment, j'ai vraiment... Même l'aspect graphique, j'ai pas accroché. Et même, tu vois, c'est ce que je disais, même le fait d'avoir Vador ne suffit pas à me vendre le volume, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est l'impasse la plus totale. Une catastrophe. Ouais, une catastrophe. Eh bien, on va enchaîner, voir si le prochain volume est une catastrophe également. Donc le volume 4 de Vador, le Seigneur des Sith, Seigneur Noir des Sith. Les épisodes 19 à 25, donc, qui sont également donc, la conclusion de la série. Donc deuxième série Vador à se finir au bout de 25 épisodes. Cette fois-ci, c'est aux commandes de Charles Soule et de Giuseppe Camuncoli. Donc là, on va retrouver Vador en pleine mission avec les Inquisiteurs dans la traque d'un nouveau Jedi, qui est un maître du Conseil Jedi, en la personne de Edkos. Donc la mission, bien sûr, va se terminer, et puis de retour au quartier général au temple Jedi sur Coruscant, les Inquisiteurs se rendent vite compte que la liste des Jedi survivants fond comme neige au soleil. Il faut donc trouver de nouvelles cibles, et on va dire de nouveaux intérêts pour Vador. C'est là qu'entre en jeu donc Palpatine, qui décide d'offrir un nouveau vaisseau à Vador pour le féliciter de sa réussite dans la traque des Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Et donc ça ne suffit pas à Vador, qui lui réclame une planète. Donc Vador va demander à l'Empereur de lui confier la planète Mustafar.
ce que Palpatine accepte. Et on va donc suivre Vador sur cette planète, donc dans l'élaboration de son fameux château, qui va connaître bien des essais avant de trouver sa forme finale. En parallèle, on découvre que Palpatine a placé dans le vaisseau un artefact Sith d'un ancien seigneur, avec quelque chose qui est un peu relié d'ailleurs à Aphra, puisque la conscience du seigneur Sith est prisonnière du casque qui a survécu au corps physique. Donc ce personnage, donc lui, est capable de prendre possession de n'importe quel corps, dès qu'un personnage met le casque, et il va aider Vador à concevoir ce château sur Mustafar, qui est un nexus de la Force, et pour accéder à un espèce de monde entre les mondes. Malheureusement, peut-être que ce personnage ne voulait pas que du bien à Vador, malgré son affiliation au Sith, et une grosse bataille va avoir lieu avec les habitants de Mustafar, qui souhaitent évidemment défendre leur planète face à ce nouvel envahisseur qui vient les déranger. Donc c'est un volume qui commence plutôt pas mal, puisqu'on découvre pas mal de choses, encore une fois, intéressantes, liées aux Inquisiteurs, la traque des derniers Jedi. On voit que les Inquisiteurs prennent possession du bébé, donc au début du volume, le maître Jedi, lui, a enfanté. Voilà, il a complètement abandonné les principes Jedi. Il a un bébé, donc lui va être tué, la maman ne le sera pas, mais le bébé va lui être arraché par les Inquisiteurs, qui sera confié à deux personnages un peu étranges au retour sur Coruscant. Est-ce que ce sont des pistes ? Est-ce qu'ils recherchent des bébés liés à la Force pour en faire de futurs Inquisiteurs ? On n'a pas de réponse encore à cette question, mais je pense que ce sont des pistes qui sont laissées pour le futur. Et puis donc on a un petit caméo de la liste, de la fameuse liste que possédait Jocasta-Nu des Jedi, de Jedi survivants, qui est donc maintenant en possession des Inquisiteurs. Donc une liste qui notamment, bien sûr, il y a les noms d'Obi-Wan, de Yoda qui sont survivants, et il y a aussi Quinlan Vos. Donc voilà, ça canonise le fait que effectivement Quinlan a survécu à l'Ordre 66. Et puis, alors il y a une petite référence pré-jeu vidéo qui est assez intéressante, puisque donc il y a deux traîtres en fait, il y a deux inquisiteurs qui remettent un peu en doute Vador, donc il va évidemment vouloir leur asséner une correction, et il va y avoir une course-poursuite à travers Coruscant, où Vador va les retrouver pour les exécuter dans une exécution que j'ai trouvée assez intéressante. Et donc Palpatine est un peu fâché parce que Vador a un peu foutu le bordel dans sa capitale. Donc il décide c'est pour ça qu'il veut les éloigner, et il décide de placer l'Inquisitorius sur une autre planète. Donc ça c'est intéressant parce que ça sera repris un peu plus tard dans Fallen Order. Donc ça c'est vraiment des petites pistes comme ça qui sont réutilisées par le story group, qui sont vraiment géniales. Et puis voilà, Vador récupère le vaisseau, donc qui n'est rien d'autre que le vaisseau de Padmé dans l'épisode 1. Et alors il va faire un truc vraiment très original, puisque donc en fait Palpatine indique à Vador, et lui laisse sous-entendre que le pouvoir de ramener Padmé d'entre les morts est peut-être sur Mustafar. Il y a quelque chose autour de la Force là-bas, un nexus de la Force, et il va falloir aller que Vador creuse la question, ce qui sera d'ailleurs repris dans le jeu vidéo Vador Immortel. Et donc Vador va prendre le vaisseau, va se diriger sur Mustafar, et en fait en arrivant sur Mustafar, il décide de rentrer dans l'atmosphère de la planète sans les boucliers déflecteurs. Donc ça va rendre le vaisseau, en fait, ça va abîmer le vaisseau, ça va lui donner un aspect brûlé, en fait, qui correspond à Vador lui-même. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Il a vraiment mis le vaisseau à son image, abîmé comme il est. Le vaisseau doit le représenter. Maintenant, j'ai du mal à m'imaginer Vador utiliser ce vaisseau au quotidien, on va dire.
Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment pas mal. Et puis donc, le fameux seigneur Momin va aider Vador à concevoir des plans, parce qu'en fait, ce seigneur Sith était un architecte. Lui, son but, c'était de construire et pas de détruire. Et il a acquis cette connaissance de concentrer la force à travers l'architecture. Et c'est ce qu'il va tenter de faire sur Mustafar pour essayer de capter ce Nexus. Il va y avoir de nombreux essais infructueux, et le 9e essai donc, sera le bon, et va permettre en fait, c'est là où il va doubler Vador, et il va ouvrir un espèce de monde entre les mondes, d'où il va faire revenir sa forme physique. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment un seigneur Sith de pacotille, parce que Vador va y avoir un petit combat entre eux, Vador va être blessé, mais il va finalement écraser Momin assez facilement. Et ça va être l'occasion, en fait, lui, de pénétrer dans ce monde-là pour essayer d'aller sauver Padmé, et de revivre un peu toute sa vie de manière un peu métaphorique, d'une façon un peu intrigante que j'ai eu du mal à percevoir. Et il va en tirer une leçon. Puisque... alors, il va d'abord en tirer une leçon, mais pendant ce temps-là, en fait, les habitants de Mustafar attaquent le château pour mettre fin au contrôle impérial et reprendre le contrôle de leur planète, ce qui évidemment va se solder par un échec cuisant. Vador se bat pour sauver sa vie et sa seule chance de revoir sa femme, donc il va y mettre toutes ses forces. Et il y a une libre interprétation dans l'épreuve que va avoir Vador. On peut y voir plusieurs choses. Moi, je vais vous dire ce que j'y ai vu. Moi, j'ai vu dans cette épreuve métaphorique, en fait, la façon pour Vador d'éteindre la dernière flamme qu'il restait d'Anakin Skywalker, c'est-à-dire ce qui pouvait le lier encore au Jedi, c'est-à-dire que la série a commencé à la toute fin de l'épisode 3, donc il était presque encore Anakin. Et pour moi, c'est ce qui met en fait un terme à Anakin comme on l'a connu dans la prélogie, et là que commence vraiment Vador, le Seigneur Noir, sans attache, et on va dire sans peur et sans reproche. Alors il y a eu une petite polémique à la sortie de cet épisode aux États-Unis, puisque dans sa métaphore, il revoit sa mère qui est enceinte, et on voit Palpatine avec les mains autour du ventre de sa mère, comme si nous laissant penser qu'en fait c'était Palpatine qui avait créé Anakin avec le pouvoir de Plagueis, celui de créer la vie. Ça a été démenti assez rapidement par le Story Group, récemment par le Story Group, ou je ne sais plus qui a bien déterminé que Palpatine n'était pas le créateur d'Anakin. Et je trouve ça presque un peu dommage déjà d'avoir répondu à la question, de ne pas avoir laissé encore la porte ouverte, et tout simplement parce que dans le script d'origine de l'épisode 3, il y avait une révélation de ce type pendant un dialogue entre Palpatine et Anakin, où il disait c'est moi qui ai influé la Force, je suis en quelque sorte ton père. Alors Lucas ne l'a pas retenu pour éviter le parallèle trop évident avec ce que Vador fait à Luke dans l'épisode 5, mais je trouve que c'est dommage d'avoir fermé la porte, parce qu'on avait là une idée intéressante qui en plus, après avoir vu l'ascension de Skywalker, prend encore plus de sens d'avoir un Palpatine lié à un Skywalker du début à la fin. Voilà. Donc c'est vraiment... Alors cet album, c'est un album que j'ai eu du mal à aborder. Je l'ai trouvé assez ennuyeux, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de pages avec très peu de paroles. J'ai eu du mal à le comprendre. J'ai eu du mal à comprendre cette exploration de la Force. Ça reste sympa parce qu'il y a un côté Mortis. Pour quelqu'un comme moi qui a apprécié ce genre de choses, c'est quelque chose que j'arrivais très bien à me représenter en version animée, par exemple. Mais voilà, je sais pas, j'arrive pas trop à me positionner sur cet album. Il reste les dessins qui sont sympas. L'exploration, on va dire, du passé Sith, qui est sympa aussi, parce que, voilà, mine de rien, il va falloir nous raconter toutes ces années pendant lesquelles les Sith ont réussi à disparaître. Donc on ne sait pas si c'est un seigneur Sith vraiment, un acolyte, quelque chose, parce qu'il n'a pas le titre de Dark.
il l'appelle juste Momine. Donc voilà, moi je sais pas trop, j'ai hâte de savoir ce que t'en as pensé, si t'arrives à m'éclairer, Francis. Ben écoute, de mon côté, bon, on va préciser quelques détails. Déjà, c'est un gros album. On a droit à 7 numéros, donc 19 à 25. Ensuite, en termes de chronologie, c'est très très loin d'être clair. Évidemment, on pourrait le lire et se dire, OK, on est une semaine après le troisième numéro. Bah, il se passe quand même un certain temps, puisqu'ils font 9 essais de construction de bâtiments. Ben, exactement. Effectivement, il y a ça pendant l'œuvre, mais même le début, le tout premier numéro, c'est pas nécessairement clair. Ça fait combien de temps qu'il court après des Jedi, l'Inquisiteur? Oui, c'est vrai. Je m'étais pas fait la réflexion. Oui. Ce qui fait que ce numéro-là, alors que les 3 autres de la série se passaient en moins 18, celui-là, tous les différents sites de référence, encyclopédiques, etc., ne s'entendent pas sur quand est-ce que se passe cet album-là. Donc, ça varie autant de moins 18 à moins 12. Donc, vraiment, là, c'est pas clair du tout, c'est pas déterminé, et l'auteur n'a pas précisé la chose. Donc, peut-être que ça se passe tout de suite après le 3. Peut-être qu'il s'est écoulé un certain temps. Moi, je l'avais pris comme ça. Jedi, je l'avais pris comme ça. Il démarrait tout de suite après ou peu de temps après, quoi. Ensuite, Charles Soule, on ne l'a pas mentionné, mais c'est quelqu'un c'est pas son premier Star Wars du tout. Déjà, c'est lui qui a fait la série Vader depuis le début. Il avait aussi travaillé auparavant sur la mini-série Lando. Il avait travaillé sur la ongoing Poe Dameron, qui avait signé que plusieurs numéros que j'avais bien aimés. Donc, Charles Soule, c'est sûr que c'est quelqu'un qui, maintenant, fait augmenter beaucoup mes attentes. Quand il travaille sur un projet, je me doute bien que ça va être intéressant. Et c'est quelqu'un qui est un peu comme James Luceno dans les livres ou d'autres, va souvent ramener des détails de ses livres précédents. Donc, c'est encore le cas ici. Mais c'est ça, mes attentes étaient quand même élevées, d'autant qu'on savait que c'était la conclusion de cette série-là. Et comment dire, les 3 numéros précédents ou cette série-là en général était jugée par beaucoup, dont moi-même, comme la meilleure série de Star Wars en comics du moment. J'ai souvent conseillé le premier volume de cette série-là comme étant la meilleure et celle à recommander à n'importe qui. Et la plus facile d'accès aussi. Ben c'est ça, n'importe qui voudrait découvrir les comics Star Wars, je pense que c'est vraiment cette série-là qu'il faut prendre. Ouais. Donc, et par contre, le risque, c'est toujours de se planter lors de la conclusion. C'est un peu ce que je disais que J.J. Abrams a fait avec le film, mais bon, ça c'est un autre sujet, une autre émission. Donc, bref, je me suis noté plein de points d'histoire. Là, écoute, le retour d'Hetkot, donc je sais pas si je le prononce comme il faut, le Jedi Zabrak qu'on avait vu dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Qui a, comme tu dis, enfanté. Donc, je me suis aperçu aussi qu'on l'a entrevu dans le jeu Fallen Order, qui se passe avant ça. Là. Ah, mais ça, j'ai pas vu. En fait, qui se passe avant ça, c'est qu'il y a des flashbacks dans le jeu. Donc, c'est ça, on aperçoit Hetkot. Et j'ai trouvé assez déchirant le moment au début avec le petit bébé. Là, vraiment, il arrache un bébé... tu sais, vraiment là, naissant là, il vient de naître en fait là. Il vient tout juste de naître et comme tu disais tantôt, moi aussi j'ai noté les espèces de nounous bizarres là, c'est un peu étrange. C'est vrai, mais j'ai trouvé ça cool, ça faisait très Star Wars. Ça faisait très Star Wars. Et je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à quand le bébé a été retiré. On voit là la cruauté des inquisiteurs. Parce qu'en fait, elle ne tue pas la mère. Parce qu'elle se dit, si je lui arrache son bébé, ce sera encore plus horrible. Et en plus, c'est une femme qui lui fait. Je trouve ça d'une cruauté. Mais ces gens-là, c'est vraiment la pire des merdes. Hein. Y a pas de souci. Ouais, ça c'est clair. Mais je vais tout de suite spoiler et attaquer la suite. C'est que, en fait, l'inquisitrice qui lui arrache le bébé avait... au départ, l'intention de la laisser filer. Oui. Donc, il y a une petite trahison de ce côté-là, et ça va lui coûter la vie par après, là, mais
J'ai trouvé ça intéressant justement de voir que même chez les Inquisiteurs, il y a toutes sortes de... C'est pas tous des gros méchants qui ne sont là que pour être méchants, là, tu sais. Alors, c'est marrant parce que on va enregistrer donc bientôt une émission The Clone Wars sur l'arche narrative avec Ahsoka. Dans la saison 5, quand Ahsoka elle est accusée d'avoir assassiné, d'avoir fait un attentat au Temple Jedi. Et en fait, à la fin, donc il y a son procès, et puis elle est accompagnée, je crois, par 6 gardes du Temple. Et du coup, je m'amusais à les imaginer ces personnages, une partie de ces personnages-là, sous les masques, notamment le Grand Inquisiteur, forcément. Et je me disais, mais c'est marrant d'avoir ce regard ultérieur. Voilà. J'aime bien ça dans Star Wars, c'est quand on nous rajoute des choses et puis qu'on regarde les trucs d'avant en se disant ah oui, alors du coup ça c'est machin parce qu'il avait... Ah, j'adore ça, c'était excellent. Voilà. Ça c'était pour la petite parenthèse. Cet album-là est un peu s'inscrit là-dedans aussi, vu qu'on joue dans les Inquisiteurs. Donc moi j'ai recommencé à écouter la série Rebels récemment et c'est de la plus-value là, par rapport à ça. Même chose avec le jeu Jedi Fallen Order. Complètement. Donc c'est toute de la construction cross-média que j'adore. Et tu as mentionné, entre autres, là, l'histoire que le siège de leur organisation, si on peut dire, est déplacé de Coruscant vers Mustafar. L'une de Mustafar. Là, alors, en fait, moi, je me suis posé la question. Jedi Fallen Order, je n'arrivais plus à le replacer dans la temporalité s'il se déroulait avant ou après. Il se déroule après cette D'accord, cette donc ça va, c'est cohérent. La deuxième sœur n'est peut-être pas encore arrivée. Donc il reste des Jedi, puisque... c'est après, parce que tu vois, c'est la 9e, là, la grosse, avec des cornes. Oui. Justement, dans le jeu, oui, et elle meurt dans le jeu. Il lui manque la... Ouais, elle meurt, non seulement ça, donc forcément... mais il lui manque la jambe qu'elle perd dans la série là. Donc voilà, et c'est vrai que je me suis posé la question. Mais donc ça veut dire qu'il reste des Jedi survivants, parce qu'il y a les personnages de Fallen Order qui sont encore vivants, mais que donc les Inquisiteurs n'ont pas forcément détecté. Parce que là, en fait, clairement, au début du volume, ils s'ennuient. Ouais, mais tu sais, en même temps, ils n'ont pas non plus Kanan, ils ont pas... Fait que leur liste n'est pas nécessairement 100% exhaustive. Ah bah la liste n'est pas à jour, non, c'est clair. Non. Et on en voit juste une partie aussi. Là. Oui. Mais on l'avait déjà vu, en fait, dans le premier numéro de cette série-là. Mais elle était beaucoup plus longue, justement. Elle était plus longue, ouais. Et bref, pour revenir sur... t'as mentionné... c'est ça, il y a le petit côté trahison parce que l'inquisitrice voulait laisser aller le bébé, mais en plus, on se rend compte qu'il y a une relation amoureuse, si on peut dire, avec un autre inquisiteur. Donc, les deux vont s'entre-défendre et c'est pour ça que ça devient une poursuite contre Vador dans Coruscant pour ces deux inquisiteurs-là. Moi, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup rappelé, c'était très bien exécuté au niveau graphique, puis ça m'a beaucoup rappelé l'épisode 2, la fameuse poursuite là, au début du film. Oui, bien sûr. À mon avis, c'est volontaire. Clone Wars aussi, on a eu souvent ce genre de scène-là sur Coruscant dans la série Clone Wars. Bon, après, ce genre, autant de dégâts, parce que là, Vador, il va pas de main morte, c'est pour ça que c'est à ce point-là que Palpatine intervient. Mais j'ai trouvé on n'avait pas encore vu ça. Non, mais j'ai trouvé l'idée très intéressante de la part de Charles Soule. Puis en plus, quand on le voit, parce que dans le fond, on ne l'a pas mentionné, mais les dégâts en question qui dérangent l'empereur, c'est que Vador a fait se crasher un speeder. Et le speeder est allé se crasher sur des gens qui sur une prenaient sénatrice. Du bon temps dans un parc. Oui, voilà, Mais c'est ça. On apprend par la suite que c'était une sénatrice, et en plus une sénatrice que Palpatine avait dans ses plans, là, donc importante pour Palpatine. Donc, mais sur le moment, quand tu lis ça, tu te dis, pourquoi on perd notre temps à voir des gens recevoir un speeder par la tête? Là? Mais c'est vrai que oui, la case, elle fait très... Bon, on passe dessus parce que c'est le genre de choses qu'on peut avoir. Dans Rebels, par exemple, on aurait un plan avec le speeder qui s'écrase, pas quelqu'un qui meurt, mais avec les gens qui l'évitent. Moi, je l'avais vu un peu comme ça, et c'est vrai que quand Palpatine ensuite en parle, on fait « Ah oui, d'accord. » Effectivement, il y a une implication plus grande.
Ouais, puis c'est toute une construction pour motiver la décision de Palpatine, comme tu disais tantôt, de foutre dehors les inquisiteurs de Coruscant, mais aussi de dire à Vador, là, t'es dû pour des vacances. C'est parce que là, ça suffit. Et donc ça, c'est ça la décision de déménager les inquisiteurs. Je sais pas si tu te souviens de ce détail-là, mais j'ai trouvé ça le fun aussi. C'est juste un clin d'œil de la part de Charles Soule. Mais avant... En fait, il demande, tu sais, il lui dit pas nécessairement prendre des vacances, mais il lui dit, j'ai une mission pour toi, tu vas aller sur Alderaan pour mater Bail Organa qui se prend pour un rebelle. Là, oui, et Vador lui dit non. C'est ça, Vador répond juste non. Donc là, on sait tous que c'était... Imagine qu'est-ce qui serait arrivé si Vador avait dit oui. C'est ça. Mais c'est ça, Vador lui répond que non, il veut un monde, lui aussi, là, et Palpatine se dit, bon ben moi j'ai Coruscant, donc je comprends ta volonté d'avoir un monde que tu vas pouvoir modeler à ton image. Et t'as parlé de la vision de Vador. On a une vision à ce moment-là très très cool de Vador, et on retrouve le masque de Momin dans le vaisseau là, que l'empereur donne à Vador. Mm-hmm. Et le masque de Momin, ben, c'est celui qu'on avait découvert dans le comics Lando, il y a plusieurs années. Qui était dans le vaisseau de l'empereur. Oui, dans le yacht privé de l'empereur que Lando dérobait. Album que j'ai eu la chance d'ailleurs de faire signer par Billy Dee Williams l'automne dernier en personne. Mais tout ça pour dire que c'est ça, et j'avais beaucoup aimé cet album-là en plus. Donc moi c'est ça, j'adore que Charles Soule ramène et construise comme ça autour d'autres œuvres. Et c'est un masque, dans le fond, on apprend qu'il a déjà communiqué avec l'empereur. Parce que l'empereur répond à Vader, c'est lui qui me l'a dit. Mais il communique assez rapidement aussi avec Vader. Et on a quelques pages de l'histoire de ce site-là. Je ne sais pas s'il faut l'appeler site, je pense que oui, mais c'est pas, comme tu disais, c'est pas un dark quelque chose. Hein. C'est juste Momin. Ben, c'est ça. Et j'ai pas détesté, j'ai trouvé ça intéressant. Visiblement, ça se passe il y a plusieurs siècles. Là. Je me souviens plus exactement. Mais il y a un petit côté règle des deux là-dedans aussi, là, parce qu'il y a un apprenti dans l'histoire. Et c'est un site, comme tu disais, bon, architecte, mais aussi artiste. Donc c'est ça, avant même d'être architecte, il faisait plus des sculptures ou de la peinture, quelque chose comme ça. Là. Mais ouais, j'ai trouvé ça original, cette construction-là de ce personnage. Le plus original, c'est vrai qu'on a quand même un site qui nous dit, moi, mon but, c'est pas de détruire, c'est de construire. Et c'est presque, pour moi, c'était le plus surprenant. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu peux construire avec ça ? Alors après, c'est un personnage, au final... alors c'est un personnage qui m'a pas particulièrement emballé dans ces épisodes. Par contre, c'est un personnage que j'aimerais bien qu'on développe. Mm-hmm. Voilà, pour justement nous montrer toute l'originalité autour de ça. Maintenant, vous avez posé un truc, j'aimerais bien, démerdez-vous à nous expliquer comment lui, il a pu vivre sa vie en étant affilié au site d'une façon ou d'une autre, et en essayant de construire quelque chose. On comprend aussi que c'est à cause de lui que Mustafar est dans l'état où elle est à ce moment-là. Donc, parce que Mustafar n'a pas toujours eu cette apparence-là. Non, alors justement, il y a une réponse à ça dans Vador Immortal, et il me semblait pas que c'était lié à lui. Et en fait, sur Mustafar, il y a longtemps, il y a un nexus de force, voilà, et il y a quelqu'un qui a essayé de l'utiliser. Si mes souvenirs de ce que j'ai vu sont corrects. Donc il a essayé de l'utiliser, et ça a causé en fait un basculement de la planète, et c'est ce qui a détruit en fait son atmosphère et l'a rendue volcanique. Et en fait, on apprend dans Vador Immortal que Vador souhaite réutiliser ce pouvoir. Donc il y a un autre artefact, quelque chose qui est lié à la planète, pour faire revenir Padmé. Donc ça peut être un peu lié à ce qu'on voit là. Mais on nous parle d'un personnage féminin, qu'il y avait une espèce de, une prêtresse ou une sorcière, je ne sais plus exactement, il faudrait reprendre les informations, corrigez-nous en commentaire si on dit des conneries, et que c'est ce personnage-là qui a causé alors peut-être qu'il était en lien avec Momin, je ne sais pas, ça me semble un peu obscur, ça mériterait quand même une vérification. Mm-hmm.
Et cet artiste-là, si on peut dire, c'est ça, tu l'as dit tantôt, cherche à construire un canal, un bâtisse. Là. Moi, ça m'a rappelé Ghostbusters, SOS Fantôme. Ah ouais. Donc, c'est ça, un gros édifice pour canaliser les forces obscures. Et dans le fond, comme tu l'as mentionné, ils commencent la construction, ils font plusieurs tentatives, et à chaque fois, ça plante, si on peut dire. Mais ça cause des dégâts substantiels à la planète. La planète réagit très mal. Des éruptions de plus, etc. Donc la population locale qui, à la base, s'en foutait un peu, dans le sens que l'Empire contrôlait déjà la planète. Mais c'est ça, finit par se rebeller parce que la planète est en train de complètement exploser, si on peut dire. Et tu l'as mentionné, c'est ça, ils font 9 tentatives, donc c'est la 9e qui est la bonne. Mais à chaque fois, Vader exécute le porteur du masque. Donc à chaque fois, le masque de Moomin est sur la tête de quelqu'un. Mais Vader, dans sa colère, l'exécute. Donc là, on voit des fois, et il y a même une fois où le masque est au lieu d'être sur un humanoïde, est carrément sur une espèce de... Ouais, c'est ça, un alien bizarre, là, une grosse bestiole. Donc c'est ça, j'ai bien aimé ces petits détails-là, mais c'est des méga chantiers, là, donc on voit beaucoup d'ouvriers, Stormtroopers et compagnie, donc on comprend que c'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours, semaines. C'est des mois et des mois, c'est ça, même des années. Voilà, c'est ça qui fait qu'on sent qu'ils ont passé du temps. D'ailleurs, ça n'empêche pas que Vador reparte à certains moments pendant la construction. On le voit quand le bâtiment est fini, mais c'est pas sûr que il reste pendant toute la construction. Non, effectivement, c'est vrai. Et c'est ça, ils réussissent, ils rebâtissent donc jusqu'à un 9e résultat, le fameux château de Vador. Celui qu'on voit entre autres dans Rogue One. Et on comprend que le temps s'est écoulé et que là, Vader, dans le fond, doit se battre contre pratiquement, je sais pas si on peut dire toute l'armée de la place ou toute la faune locale ou quoi, là. Mais il y a une méchante révolte quand même qui fait que même si maintenant il sait que le portail fonctionne, il est appelé en renfort par ces hommes qui disent qu'ils sont en train de perdre le contrôle là, de la rébellion puis de la bataille. Fait que Vader est obligé de laisser Moomin seul dans l'espèce de caverne où est-ce qu'il y a le Lexus. Et il se pose pas d'ailleurs de questions, hein. Pour lui, dans son esprit, il va pas être doublé par Moomin. Non, c'est ça, il le sous-estime dans le fond. Et Moomin en profite, comme tu disais tantôt, pour renaître, si on peut dire, dans le sens qu'il ramène, comme tu disais, son corps d'entre les morts, et là il y avait l'esprit dans le masque, donc c'est ça, c'est une sorte de résurrection Sith en quelque sorte matérialisée, donc j'ai trouvé ça intéressant pour l'aspect justement la quête de Vador, c'était de ramener Padmé, donc ça, on peut dire que ça a marché. Il y a vraiment un être mort qui a revu, mais là bon, il y avait déjà l'esprit dans le masque, fait que là ça reste à voir aussi si dans le cas de Padmé là. C'est surtout que lui, en fait, ça justifie le fait qu'il va essayer. Ouais, c'est ça exactement, la volonté d'essayer. Et ensuite, Vader s'en rend compte, parce que c'est ça, à chaque fois qu'il utilise le portail, ça fait une méchante explosion. Donc Vader se rend compte que Moomin est en train de le trahir, donc retourne dans l'espèce de grotte. Et il y a un petit affrontement Moomin. J'ai quand même trouvé ça bien que Moomin réussit à y trancher la main qui porte le sabre laser en plus, donc la main droite. Ou le bras, en fait, au complet. Mais comme tu disais tantôt, Vader le surprend avec un monolithe, on va dire, là, une grosse pièce là, de l'assemblage du portail. Là, il l'écrase complètement jusqu'à détruire le casque. Là, et ça en est fini pour Moomin. Mais c'est ça, le portail, comme tu disais, reste ouvert. Et Vader s'y engouffre et on se retrouve dans un monde métaphorique, comme tu disais, ou de vision. Depuis le début de cette série-là, on voyait souvent Vader en méditation. Et on avait une visualisation justement métaphorique, là, où est-ce qu'on ne voyait pas de visage, rien, c'était vraiment le corps seulement de Vader. Et c'est ça qu'on retrouve encore une fois à cet endroit, à ce moment-là. Et comme tu disais, on revit plein de moments de la vie d'Anakin, donc de l'enfance. On voit plein de bouts des films. Des 3 premiers films.
Mais c'est ça, toujours pas parfaitement à l'identique. Il y a la fameuse vision dont tu parlais tantôt de l'empereur qui fait le fantôme, un peu si on peut dire, là, autour de la mère d'Anakin, de Shmi Skywalker, que beaucoup ont interprété là, comme en tout cas, comme si c'était là, nécessairement le père de... Je me souviens, il y avait plein de vidéos sur YouTube qui étaient sorties, là, puis là, c'est confirmé, Palpatine était le père d'Anakin. Ben, moi, je l'ai vu comme ça aussi, et voilà, je trouvais ça bien qu'ils aient, on va dire, le courage de prendre position. Bon, ils l'ont pas fait, mais je trouve ça aussi dommage d'avoir fermé la porte. Moi, je me disais aussi, ça peut très bien être vu comme le fait qu'il ait influencé, que même sans être le père, il s'est aperçu qu'il y avait le fameux élu, ou en tout cas un être puissant dans la force, qu'il avait ressenti, et qui est allé le corrompre dès avant même la naissance, là, dans le ventre de Shmi. Donc, c'est ça. Mais tu sais, c'est une case là, d'un comics. Donc, ça peut tellement être interprété. Il n'y a aucun texte, il n'y a rien. Là. Mais j'ai trouvé ça couillu quand même quand tu y penses. Là, on a tout un numéro uniquement en vision. Donc, il n'y a pas de grande bataille. Il n'y a pas de... On a tout un comics au complet qu'on est dans de la vision, puis bizarre, là, tu sais, puis des... Fait que ça m'a beaucoup surpris quand même. Pour rester dans les visions, on a une vision du futur duel avec Ahsoka dans Rebels, que j'ai remarqué. Donc le reste, c'est tous des événements passés. Il y a aussi il a des visions auditives du futur. Parce qu'il y a aussi le dialogue de Kylo Ren, entre autres. Et après ça, Vador, dans le fond, dans ces visions-là, se promène, là, avance vers quelque chose, et finit par se retrouver devant une espèce de duel entre Obi-Wan et Palpatine, qui le regardent et lui disent tous les deux je suis ton père. Donc évidemment, il y a l'écho à l'Empire contre-attaque. Mais il y a le côté, tu sais, Anakin a toujours considéré Obi-Wan comme son père. Ça reste ses deux figures paternelles. Exactement, c'est ça. Donc j'ai bien aimé. Et même si Obi-Wan se défend bien, Palpatine finit par défaire Obi-Wan, mais il tend la main à Anakin et Anakin le tue. sans grande émotion de ce côté-là. Donc on voit que c'était une figure paternelle, mais il a quand même... il a compris qu'il s'est fait manipuler, puis il déteste l'empereur depuis toujours. Là. D'ailleurs, on se rappellera que la première scène de cette série-là, c'était les secondes après la fin de la revanche des Sith. Et tout de suite, il s'attaquait à l'empereur. Oui. Dans l'espèce de salle d'opération, là, où est-ce qu'il redressait son armure. Ce qui était un peu... Et d'ailleurs, l'empereur qui le remet à sa place en lui disant plus jamais, quoi. Ouais, effectivement. Mais c'est ça, le fait que j'ai trouvé que ça venait bien boucler la boucle de ce côté-là. Et Anakin continue dans son espèce de vision, se retrouve à l'extérieur, si on peut dire, sur un balcon d'un édifice très élevé ou une forteresse là ou quoi, et face à une Padmé qui est vraiment en mode funérailles de l'épisode 3. Donc exactement comme la robe bleue là, des funérailles avec les petites fleurs dans les cheveux, etc. Funérailles auxquelles, d'après ce qu'on en sait, assistait pas Vader. Non. Bon, en tout cas, dans le film, évidemment, là, ça se passe en même temps. Si c'est... c'est même pas sûr que ça se passe en même temps. Mais non, si on a... si ce sont des visions de la force, du passé, du présent, du futur, effectivement, ils peuvent lui envoyer la vision de Padmé au moment où elle est enterrée. Mm-hmm. Puis Padmé qui se retourne, mais qui lui dit qu'Anakin est réellement mort, et elle se jette du balcon. Donc Anakin qui voit mourir encore une fois sa dulcinée, et en plus, non seulement elle se jette du balcon, mais elle est frappée par un éclair monumental en plein milieu de la chute. Donc vraiment, on a le côté traumatisme là, à son C'est pour ça que moi j'avais cette impression d'avoir vraiment un monde entre les mondes, et que c'est une métaphore et que c'est une vision et pas la vraie Padmé physique qui l'approche, parce qu'il l'approche pas de son dans ce cas-là il aurait dû voir d'autres personnes mortes et pas des personnes qui sont vivantes,
et pas, lui, je sais pas, ne pas avoir de corps physique. Ou alors si lui n'a pas de corps physique, bah, les autres auraient dû avoir un corps physique, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait Obi-Wan, il n'y a pas de raison qu'il y ait Palpatine. Pour moi, c'est vraiment une vision. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse dans ces épisodes. On a vraiment une libre interprétation, quoi. Ouais, ça laisse énormément de portes ouvertes, effectivement. Là. C'est sûr que, tu sais, ça serait... Quand on voit des films, on se dit toujours, j'ai hâte de lire le livre pour avoir des réponses. Ben, là, oui. Malheureusement, avec les comics, on n'a pas de version livre après. Mais ce livre-là, je l'aurais dévoré. Ça, c'est clair, net et précis. Et bon, c'est ça, Anakin voit encore sa dulcinée mourir à nouveau. Et il se réveille au sol dans le château. Il attrape son sabre laser là, qui était resté dans sa main coupée, donc il le fait venir à lui. Puis il enfonce la lame dans le cœur du rocher, on va dire, du Lexus là, de la force là, côté Sith dans la grotte. Et par la suite, c'est relativement rapide, mais on a Vador qui recontacte l'empereur, lui affirme qu'il est de nouveau prêt à l'emploi, qu'il a trouvé les réponses qu'il cherchait. On a même l'empereur qui dit, coudon, je commençais à me demander si je devais me trouver un autre apprenti. Ça, c'était drôle, ça. La petite réplique qui veut dire les vacances ont été longues, là, tu sais. Mais j'ai trouvé que dans le dialogue, on sentait qu'il détestait Palpatine plus que jamais. Vraiment, là, que, tu sais, même s'il lui dit qu'il est prêt à l'emploi. Ouais, je l'ai pas senti comme ça, ouais. Ouais, je sais pas, puis pourtant il y a son casque, là, c'est pas comme si on pouvait interpréter le visage, mais je sais pas, dans le dialogue, j'ai senti que après ce qu'il a vu, puis il vient de le tuer dans ses visions aussi. Là. Oui, bah oui. Et écoute, du côté négatif, je me suis noté 4 lettres, c'est rien. Ah oui. Donc, c'est plat. J'ai eu beau. Je l'ai retourné plusieurs fois dans ma tête, cet album-là, puis j'ai rien à lui reprocher. Vraiment. J'ai pas parlé au niveau graphique, mais moi, j'ai trouvé absolument magnifique. On n'a pas nommé, le dessinateur, c'est un certain. Je l'ai nommé, c'est Giuseppe Camuncoli. Camuncoli. Et il y a Daniel Orlandini aussi, là, qui lui donne un coup de main, mais. J'ai trouvé les dessins, la colorisation, le découpage, aussi les angles de vue. Tout est, je trouve que c'est cinématographique. Pour moi, c'est parfait là, à mon goût. Et ça aurait été tellement facile, surtout, de se planter avec cette histoire-là de vision. De faire de quoi de bizarre, de pas assez, justement, métaphorique. Donc, non, pour moi, c'est vraiment parfait. Au global, là, je trouve que c'est un super divertissement. Je perdure à dire que c'est la meilleure série comics du canon. Et en termes de cette série-là comme telle, je trouve que c'est une super conclusion là, à la série. Donc un must là, pour tous les fans de Star Wars. Évidemment, je conseillerais de lire les 3 premiers avant d'attaquer celui-là. Parce que vous allez peut-être être... Ben, ici, il est quand même relativement autonome dans le sens que c'est il est autonome, mais comme tu dis, on a vraiment une conclusion. C'est-à-dire qu'on démarre avec un Vador qui doit se trouver, et je trouve qu'en fait, on finit avec un Vador qui vient de se trouver. C'est pour ça que je disais que, pour moi, la vision que j'avais de cet album, c'était un Anakin Skywalker qui est définitivement écrasé. Ouais. Puis je précise aussi que, tu sais, tantôt tu parlais de la reine, Trios. Oui. Qu'au fil de la construction, tu t'es mis à l'apprécier. Ben moi, c'est ça pour les Inquisiteurs. C'est des personnages que je détestais dans la série Rebels, que pour moi, les Inquisiteurs, c'était uniquement pour plaire aux enfants et pour vendre des épées en plastique là, Hasbro. Donc, et ils en ont vendu grâce à ça. C'était bien le cas aussi. Mais, ouais, c'est effectivement, du point de vue réel, c'était le cas. Mais cette série-là, et maintenant le jeu Fallen Order, mais surtout cette série-là a réussi à me faire triper littéralement sur ces personnages-là, que ce soit le Grand Inquisiteur que je trouvais tellement inintéressant dans la série télé Rebels. Et là, vraiment... Non, ils ont fait un gros effort de construction autour de ces personnages. Et je sais qu'ils sont moins présents un petit peu dans ce numéro 4-là, mais... Ça reste que ça, je trouve que c'est un mérite là, à Charles Soule. Il réussit tout ce qu'il touche, je trouve, il le rend intéressant. Et c'est ça, tu vois, je m'étais noté transformer un concept de marde en bijou, donc c'est un peu ça. Et au final, à moins que tu voulais ajouter quelque chose avant la note.
Moi, je voudrais ajouter une précision, parce que du coup, j'ai regardé par rapport à Mustafar. Donc, Momin, effectivement, a fait apparemment des recherches sur Mustafar, mais ce n'est pas lui qui est responsable du basculement de la planète, qui était une planète verdoyante. C'est un personnage qui s'appelle Lady Corvax, qui cherchait une relique sacrée par les Mustafariens, et de quoi elle a été enfermée au fond d'une forteresse pour éviter, parce qu'en fait c'est en convoitant ce pouvoir qu'elle a entraîné le basculement de la planète. Et en fait, ils ont fait le truc inverse grâce à Vador, qui va, lui, dans Vador Immortel, pareil, toucher on va dire de la main la résurrection de Padmé. Il va rebasculer l'énergie en balance pour cette planète, et c'est ce qui va permettre à la planète de se réchauffer, de se refroidir un petit peu, et de retrouver un semblant de climat à certains endroits un peu plus acceptable, et c'est la planète qu'on retrouve dans l'ascension de Skywalker, qu'on ne reconnaît évidemment pas si on n'a pas le guide visuel avec nous. Fait que ça, dans le fond, c'est dans le guide visuel, ces informations-là? Alors, ça, c'est des informations qui sont dans Vador Immortel, mais effectivement, le guide visuel reprend l'histoire de Mustafar, puisqu'il y a une double page sur la planète pour nous expliquer, c'est pas une double page, il y a un chapitre sur la planète pour nous expliquer comment ça se fait qu'il y a des arbres, alors que quand on l'a vu la dernière fois, elle était pleine de lave. Ben on a une émission aussi qui s'en vient très vite sur Vader Immortal, donc on va voir aussi l'avis de, je crois que c'est Julien et Cécilie qui l'ont testé. Je ne sais plus, oui, il y avait cette émission qu'on n'a pas mentionnée, mais voilà, qui arrive aussi, quoi. Et bref, c'est ça aussi, avant de donner la note, je précise que c'est normalement tout ce qui est côté obscur et les rituels Sith, tout ça, moi c'est vraiment pas mon dada. Ah bah moi c'est l'inverse. Ouais, je sais, c'est ça. Et puis honnêtement, je pense que la majorité des fans surtout au niveau littérature, c'est l'inverse justement, aiment beaucoup tout ce qui est la fameuse trilogie de Bane et tout ça. On peut quand même dire que c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Donc dans le nouveau canon, si on prend, il y a dans le canon, pas que nouveau mais dans le canon, il y a quand même la magie Sith dans Clone Wars avec les Sœurs de la Nuit. Il y a de la magie Sith dans Rebels avec l'Empereur. Il y a de la magie Sith dans les comics. On va dire qu'il y a une certaine magie Sith maintenant dans les films avec l'ascension de Skywalker, parce que on peut laisser planer le doute sur la résurrection de l'Empereur. Certaines théories parlent que ce sont des acolytes Sith qui auraient récupéré le corps de l'Empereur dans les débris de l'étoile de la mort. Bon, comment il n'aurait pas explosé, peu importe. Et qu'il l'aurait fait renaître à la vie grâce à de la magie Sith. Encore de la magie Sith. Donc la magie Sith, elle est presque plus présente que les pouvoirs Jedi dans ce canon. Donc moi ça me choque plus du tout. Et puis alors si on relie tout ça à Mortis, le monde entre les mondes, c'est quand même un concept. Ça fait très magie quand même aussi. La possibilité de se déplacer n'importe où, d'entendre n'importe qui. Ouais, c'est assez magique. En fait, là vous avez refait un épisode sur l'arc de Mortis et qui a ouvert les yeux aussi de beaucoup de gens, je pense, dont les miens. Donc, je pense que la prochaine étape, Loïc, ça va être que vous repreniez l'arc de Rebels là-dessus, le fameux épisode du monde entre les mondes. On l'avait fait. Il faudrait reprendre les émissions Rebels parce qu'on l'avait traité. Je sais plus si j'étais là parce que il me semble que oui, mais j'ai un doute. Et on l'avait dit à Mortis. On l'avait évidemment pas fait une analyse aussi profonde qu'une heure 20 d'émission, mais forcément on l'avait mis en lumière. Mais moi, ce concept-là, c'est ce concept de magie Sith, alors ça peut être la magie liée par exemple à Lady Corvax sur Mustafar, la magie de l'Empereur, cette magie-là, pourquoi pas, si c'est bien amené, si c'est cohérent, c'est difficile parce que c'est de la magie, donc mais je veux dire, on parle quand même d'un pouvoir de la Force qui donnait des visions, qui laissait entendre des voix, parce que Luke, il a quand même dans l'épisode 5 une vision de Anne et Leia en train de mourir, donc s'il réussit à projeter son esprit
parce que quand il a ses visions, il projette son esprit dans la Force. Donc, est-ce qu'il vit la vision ? Est-ce que la méditation, en fait, c'est juste avoir des images dans la tête, comme une médium, ou est-ce que c'est projeter son esprit pour vivre la vision qui nous est envoyée par la Force ? Ça, on ne le sait pas, par exemple. Quelque part, je me dis que ça peut très bien être ce qu'on vient de nous montrer. En fait, c'est une sorte de méditation dans laquelle ton corps physique ne bouge pas, mais ton esprit est lié sur un autre plan de la Force. Alors, c'est pas le cas pour Rebels, puisque Ahsoka et Ezra sont physiquement dans le monde entre les mondes. Mais pourquoi pas ? Mais, écoute, si t'es prêt à donner ta note, moi, c'est le cas. Moi, je vais lui mettre un 12 sur 20 parce que pour moi, c'était le moins bon des 4 volumes, le moins intéressant, même s'il développe des concepts que j'aime bien. C'est un peu, voilà. Je me suis un peu ennuyé à certains moments, quoi. Moi, tu vois, on n'est pas du tout dans les mêmes notes pour celui-là non plus. Moi, je marche toujours par notation négative. Et comme j'ai dit, du point de vue de l'histoire, j'avais absolument rien à lui reprocher. Du point de vue graphique, j'avais absolument rien à lui reprocher. Et au niveau du divertissement, non plus, parce que j'ai trouvé que ça coulait tout seul, même si c'est 7 numéros quand même. Là. Ça aurait été facile là, qu'il y ait des longueurs, des choses comme ça, mais j'ai trouvé que ça y allait tout seul. Donc écoute, quand on n'a rien à reprocher, on donne la note parfaite de 20 sur 20. Ah ouais, carrément. Ok. Ouais. Donc on a quand même dans cette émission une des plus hautes notes, même si on a déjà eu des 20, je crois que moi-même j'avais déjà noté 20 sur 20. Et des 0 sur 20, donc voilà, une émission. C'est vrai. Une émission vraiment montagne russe ce soir. Voilà. Ouais, effectivement, les gens qui se fient sur nos critiques, Loïc, vont devoir, pour savoir quoi acheter, etc. On se retrouve toujours se demander, plus ou moins dans un chroniqueur. Donc, exactement, ouais. C'est ça. On va devoir voir qu'est-ce que j'aime dans Star Wars, qu'est-ce que j'aime dans mes lectures. Alors, c'est sûr, c'est donc note plus avec une amplitude énorme que va se conclure donc, cette émission. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions sur ces sujets-là, sur mon 0 sur 20 d'Afra, sur le 20 que Francis vient de décerner à Vador. Envoyez-nous des mails à l'adresse studio@starwarsdirect.com. Laissez votre message sur tous nos réseaux sociaux. Allez-y, partagez avec nous vos lectures sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Rejoignez-nous sur Discord dans le salon littérature. Donc, on débriefe. En général, on débriefe les actus, mais on peut aussi parler de vieilles sorties et quand les émissions seront postées, de ce que vous en avez pensé. Cette année, ce début d'année, beaucoup d'émissions Star Wars en direct vont arriver. Des Star Wars en direct gamer, des Star Wars en direct hors série, le retour probable des making-of, d'autres émissions littérature, parce qu'on n'a pas fini notre rattrapage, les émissions Clone Wars. Rappelons que la saison 7 de Clone Wars est prévue pour février, donc nous allons évidemment la débriefer également. Donc beaucoup de matériel à vous mettre dans les oreilles. J'allais vous dire sous la dent, mais c'est pas très logique. Même si je vous donne pas la liste précise, sachez que de très grosses émissions, des récaps, des choses comme ça, sont prévues. Et puis, vous pourrez toujours suivre les pastilles Star Wars 101 de Francis sur notre chaîne YouTube, donc uniquement. N'hésitez pas, donc j'insiste à nous rejoindre sur Discord. Vraiment, venez, passez sur le site, voyez le travail, envoyez un petit message via le Discord à Dany pour lui dire ce que vous en avez pensé, ça lui fera très très plaisir. Faites un tour sur la boutique, réécoutez le début d'émission pour une plus grande explication. Et puis, partagez nos émissions, faites un tour sur Deezer, sur Spotify, sur iHeartRadio, sur Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast. Allez-y, partagez ces émissions, faites-nous connaître. Beaucoup de gens ne connaissent pas encore les podcasts Star Wars, les podcasts tout court même, qui sont des médias qui peuvent les accompagner vraiment à plein de moments dans la journée, le métro, la voiture, vous êtes commercial, vous allez d'un point A à un point B, on peut vous accompagner, partagez-nous.
On remercie toujours nos partenaires, siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science Fiction. Donc de la part toujours de Francis et toujours de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.